L'uniformisation des langues et des cultures, c'est ça? C'est d'abord une menace. Parce que beaucoup de gens renoncent à leur langue au bénéfice de l'anglais ou font enseigner à leurs enfants l'anglais à défaut de vouloir promouvoir ou perpétuer leur propre langue, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi une pression économique extrêmement forte et scientifique. Aujourd'hui, comme vous savez sans doute, dans la plupart des pays, dont la France, on peut dire que les langues sont en train d'être chassées des sciences. La publication en anglais est devenue ou bien une suggestion indirecte ou alors explicitement une demande. Et le CNRS, malheureusement, en est aujourd'hui à dire, il y a évidemment des gens qui contredisent cela et qui se battent vaillamment contre cette attitude absurde et insupportable, aux chercheurs qui ne peuvent et ne devraient publier qu'en anglais. Alors évidemment, ça aboutit à l'idée que le français, pas le seul d'ailleurs, d'autres langues européennes, vont être chassées des sciences. Il n'y a aucune raison que cela soit accepté. C'est une pression en plus, comme tout à l'heure vous l'avez très finement suggéré, je reprends une idée que vous avez indirectement proposée, à savoir qu'il y a des modes de pensée derrière. Et le mode de pensée qui passe par l'anglais, c'est un mode de pensée qui est complètement étranger à l'Europe. Alors, dans quelle mesure la situation des langues reflète le rapport des forces entre les États et les différentes modes de pensée? Dans une très large mesure. L'anglais n'est dominant dans le monde entier que parce que les pays industrialisés les plus puissants du monde, États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Canada anglophone, etc., sont anglophones. Mais alors, est-ce que finalement, dans ce monde qu'on dit de plus en plus mondialisé avec des échanges croissants, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité, est-ce qu'il y a de toute façon quand même une langue de communication? Aucune nécessité. Il n'y a jamais eu la moindre nécessité qu'il y ait une seule langue. D'ailleurs, la preuve est apportée par le désir des gens. Si c'était vrai que cela représente un caractère de nécessité, d'où viendrait que l'on voit tant de luttes nationalistes, d'affirmation des gens à travers leur langue? Regardez aussitôt après les dislocations de l'Union soviétique, les Baltes, les Lettons, Estoniens, Lituaniens, les Roumains, les Moldaves, les Ukrainiens, les Russes blancs eux-mêmes, dont les langues sont très proches du russe, mais aussi toutes les langues des pays qui étaient satellites de l'URSS autrefois, ils ont eu une politique jusqu'à maintenant, encore que ça commence maintenant, ça soit un petit peu moins virulent, d'affirmation très forte de leur langue. Regardez la guerre qui a déchiré cette malheureuse Yougoslavie, les Serbes et les Croates parlent à peu près la même langue. Ça ne les a pas empêchés de s'entretuer, pourquoi? Parce que chacun voulait que sa langue fût promue comme étant le serbe, le croate, et même la Bosnie, qui parle évidemment le serbo-croate, parle d'une langue bosniaque, il n'y a jamais eu la moindre langue bosniaque, c'est la même langue. C'est une façon de dire finalement que les langues sont un peu un enjeu géopolitique? Un enjeu culturel d'abord, géopolitique dans une moindre mesure, je dirais, parce que la définition des langues entre moins dans les conflits entre grands États liés à leur situation économique et géographique. En revanche, c'est un enjeu culturel. Et la raison principale pour laquelle cet enjeu culturel est capital, c'est que notre culture, c'est notre définition. La plupart des gens, cette notion d'identité nationale que le gouvernement français a proposée depuis décembre, à quoi est-elle due? Elle est due à la conviction que ce qui nous définit, c'est d'abord notre culture. Pour les gens les plus cultivés, et même pour les gens beaucoup plus simples, ça nous définit plus probablement que les gros sous. Y compris pour les bilingues ou trilingues depuis leur naissance? Est-ce qu'on peut parler donc du coup d'identité multiple aussi? Oui, absolument. Les bilingues ils ont de la chance, car ils ont une très grande richesse d'identité, puisqu'elles se dédoublent ou même se triplent. Mais c'est quelque chose qui est un peu moins pris en considération en France ou en Europe. J'ai l'impression que dans d'autres continents, on conçoit beaucoup mieux de naître et de grandir avec plusieurs langues et de jongler avec plusieurs identités. La raison en est très simple, on n'a pas besoin de le concevoir, c'est l'histoire. L'Inde et l'Afrique, pour prendre deux exemples bien connus, sont depuis des siècles et des siècles, pour ne pas dire depuis des millénaires, multilingues. Tandis que ce qui a forgé les puissances européennes, la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est l'unicité de la langue. L'Allemagne est un exemple extraordinaire. À l'époque du Saint-Empire romain germanique, à l'époque qui était bien avant Bismarck et le Kaiser, la langue allemande, telle que Luther l'avait sanctifiée, c'était le souabe franconien au saxon, qui était la langue maternelle de Luther, par cette traduction de la Bible en 1535, était déjà un symbole d'unité, bien avant, alors qu'il y avait la Hesse, le Hanovre, la Bavière, mais il y avait, et en Italie, c'est exactement la même chose. Dante a écrit la Commedia au début du XIVe siècle, 1314, à une époque où l'Italie, au sens moderne, n'existait absolument pas. Donc la langue est évidemment, en Europe, l'unicité de la langue, tandis qu'en Inde, on a le Gujarati, le Bengali, le Hindi, le Marathi, le Tamoul, d'innombrables langues, et il n'y a pas une langue qui soit le symbole de l'unité, et en Afrique, n'en parlons pas, c'est encore plus frappant. Pour en revenir à l'anglais, aujourd'hui, beaucoup de parents demandent à leurs enfants d'apprendre l'anglais, on essaye de favoriser l'anglais dès la maternelle, parce qu'on dit que c'est plus utile que l'allemand, par exemple, ou que d'autres langues. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je suis totalement contre, c'est une absurdité absolue. La seule chose qui est utile, c'est le multilinguisme. Ce qui fait un citoyen de qualité et assuré d'avoir. L'anglais peut très bien faire partie, naturellement, de l'enseignement multilingue, mais sûrement pas tout seul. Par conséquent, tout focaliser sur l'anglais seul, au détriment des autres langues
qui du coup font de l'anglais une langue mortelle, une langue de mort, puisque ça élimine l'enseignement des autres, cette focalisation est une absurdité et en plus un très grand péril culturel. Évidemment, on ne peut pas attendre d'un amoureux des langues qu'il défende ça. Alors justement, à propos d'amoureux des langues, vous êtes polyglotte, combien de langues vous parlez plus ou moins? L'idée de les compter ne m'est jamais venue. Je ne sais pas pourquoi je devrais compter les langues. Je passe ma vie dans les langues et dans une relation de passion avec les langues. Et par conséquent, l'idée de les compter ne me vient pas. Alors, si on reprend par exemple le dictionnaire amoureux des langues, ou tout simplement donc vous déclarez votre amour aux langues, est-ce que vous pouvez nous dire j'aime les langues ou dictionnaire amoureux en différentes langues comme ça, un petit peu au hasard, comme ça vous vient? Je peux dire Sprachen ihre, Wörterbuch der Sprachen, dictionnaire amoureux d'un fou des langues. Je peux dire également en chinois, même sens. Je peux dire en japonais Gengoski Jiten, dictionnaire amoureux des langues. Je peux dire en russe Lyubitel Zikov. En arabe? En arabe, Qamus Rajul alladhi yuhibbu al-lughat. Et en anglais? Jamais pensé à traduire en anglais, ça ne m'intéresse pas assez. À ce point-là, si on me le demandait vraiment, je dirais A Lover's Dictionary of Languages. A Language Lover's Dictionary of Languages. Parce que votre position, c'est de ne pas parler anglais en dehors des pays... Oui, je parle anglais dans les pays anglophones. D'ailleurs, cette position se comprend très bien. Je parle partout la langue du pays. Et par conséquent, en dehors de Grande-Bretagne, des États-Unis ou d'autres pays anglophones, je n'ai pas de raison de parler en anglais. Voilà, Claude Lagèche, ce seront donc les mots de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet ainsi que toutes nos autres émissions www.france24.com en français, en anglais et en arabe.